Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très content parce qu'on va parler de cet aquarium. On va un peu plus avancer dans la réalisation de celui-ci et surtout des prochains arrivants qui sont juste là-bas, qu'on va mettre ensemble aujourd'hui dans l'aquarium. Je suis très fier de pouvoir les avoir. Ça fait des mois et des mois que je recherchais et que j'attendais pour en avoir en tout cas un groupe complet. Et grâce à Jérém que vous avez vu dans la dernière vidéo, qui m'a cédé l'entièreté de son groupe, enfin quasiment l'entièreté, j'ai aujourd'hui suffisamment de poissons pour pouvoir constituer un vrai groupe de cette espèce. Avant qu'on aille plus loin et que je vous dévoile un peu la fiche d'identité et les paramètres et tous les éléments intéressants de cette espèce et pourquoi je les ai choisis, je vais d'abord vous parler de l'aquarium. Vous le savez, la dernière fois on a fait le réaménagement ensemble, on avait mis plein de plantes en surface. Justement, je voulais vous faire un petit débrief par rapport à ça parce que je suis très surpris. Les plantes sont très bien reparties, très vite. Tous les systèmes racinaires des plantes que j'ai déracinées, enfin que j'ai mises justement il y a à peu près 2 semaines, elles sont toutes reparties, que ce soit les plus petites, les plus grandes, n'importe, enfin voilà, vraiment aucun problème. Et donc effectivement, voilà, j'étais pas sûr que toutes ces plantes-là tiennent bien, mais aujourd'hui, je vous le confirme, il n'y aura aucun problème et elles ont déjà fait plusieurs feuilles. Si on parle de cette plante principale qui est devant là, j'ai 1, 2, 3, 4 feuilles qui sont arrivées, enfin 2 feuilles qui vont bientôt sortir et 2 feuilles qui sont déjà sorties, donc 4 feuilles en tout nouvelles sur la plante, alors qu'elle est arrivée ici vraiment il y a... Hop, elle est un peu tombée d'ailleurs. Alors que je l'ai mise il y a 2 semaines. Donc vraiment un bon grossissement, une bonne croissance des plantes et donc je suis plutôt satisfait. Dans l'aquarium, j'ai aussi rajouté les 2 discus qui sont le couple de discus sauvages qui étaient dans le bac avec les bébés, qui étaient originalement dans l'aquarium, sauf qu'avec la ponte, etc., je les avais séparés pour pouvoir faire une reproduction de F1. Donc je suis très content. Pour l'instant, les petits ont juste 1 mois, ils ont une très belle taille pour 1 mois, mais je préfère pas vous faire une vidéo encore sur comment j'ai fait pour les faire grossir. On va attendre encore un petit mois, le temps qu'ils grossissent bien et surtout de passer les étapes les plus compliquées parce que c'est pas gagné. Maintenant, on va arriver dans l'étape des parasites, etc. Et il y a de grosses chances, de fortes chances en réalité que je les perde à ce moment-là, étant donné que ce sont des F1 qui sont donc beaucoup plus soumis à un parasitage intense parce que nos sauvages sont forcément parasités, à la différence d'hybrides qui eux ont moins de problèmes à ce niveau-là. Donc on va voir, on va attendre et dans un petit mois je vous ferai une vidéo complète sur le grossissement. Mais donc j'ai remis le couple là et on les voit d'ailleurs encore frétiller. Donc là la femelle qui est devant, la plus belle, un poisson absolument exceptionnel, qui est juste devant et qui elle est tout simplement en train de frétiller encore une fois. Voilà, on la voit frétiller, c'est magnifique. Et donc je les ai mis hier, ils sont déjà en train de vouloir faire une ponte, c'est génial, je suis trop content. On se retrouve donc devant l'aquarium où sont ces poissons. Donc c'est un aquarium de 600 litres qui fait 2 mètres par 50 de large par 60 d'eau. Ils vont partir aujourd'hui, ils vont aller rejoindre le 680 litres que je viens de vous montrer juste avant. Mais du coup ici c'était simplement la période de quarantaine. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on fait une quarantaine d'abord. Tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui on a des poissons qui sont en bonne santé dans l'aquarium de 680 litres. Et là on rajoute des poissons qui viennent d'un nouvel environnement, qui viennent, enfin d'un environnement différent pardon, qui viennent de chez Jérém. Ça a beau être un ami, mais je ne sais pas comment sont ses bacs, je ne connais pas ses paramètres, je ne connais pas la santé des poissons, je ne les ai jamais vus tous les jours, enfin voilà, je les ai pas eu tous les jours sous les yeux. En plus de ça, on a quand même des situations où il va y avoir un stress pendant le transport, donc on ne sait pas comment les poissons vont l'accepter. Les mettre directement dans son aquarium communautaire, c'est pas top du tout. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce sont des poissons qu'il va falloir mettre en quarantaine. Une quarantaine, c'est quoi? C'est simplement de la surveillance pendant quelques temps, sans forcément traiter. On affilie souvent la quarantaine avec un traitement de médicaments, avec des médicaments, mais en réalité, pas besoin. C'est pas du tout lié. C'est-à-dire qu'une quarantaine peut être faite sans médicaments, c'est simplement de la surveillance. Et comme ici, l'idée, ça a été dans cette quarantaine de les habituer à la nouvelle nourriture de chez moi et surtout de les vérifier qu'ils soient en bonne santé, tout simplement. Alors les poissons, ce sont ceux qu'on voit dans le fond, nos petits loricaridés ici, ils sont en groupe de 9 et ce sont donc des L. Alors il y a plusieurs façons de les appeler. On va les appeler les plecocactus, on va les appeler les L-number, donc les L600. L-number en fait c'est une façon de catégoriser les loricaridés. Il y a tellement d'espèces de loricaridés, donc c'est tout ce qui est poisson de fond, type Ancistrus, pléco, commun, etc. Voilà. Toutes ces espèces-là qui sont différentes sont catégorisées par un L-number. Et ensuite il y a aussi le nom scientifique, qui est tout simplement pour cette espèce-là Pseudacanthicus leopardus. Donc dans ce nom-là, souvent il y a des comparaisons qui sont faites, il y a des erreurs qui sont faites au niveau de la reconnaissance de ces poissons entre le L114 et le L600, qui sont 2 espèces différentes. Je commence déjà à vous embrouiller à mon avis, donc je vais ralentir un petit peu pour qu'on reprenne étape par étape.
l'identification de ces poissons. D'un point de vue très basique, à quoi ils ressemblent? Ce sont des loricaridés, donc poissons de fond, des poissons qui ont une espèce d'armature, qui sont extrêmement blindés, avec plein de picots sur le dos. Il y a plusieurs espèces chez les loricaridés. On va retrouver les Acanthicus, les Ancistrus, les Pseudacanthicus comme ici, et puis plein d'autres, toutes les autres espèces que j'ai oubliées en les citant de façon non exhaustive. Mais il y a plein d'espèces différentes, plein de genres différents. Ici, on se retrouve sur le genre Pseudacanthicus. C'est un genre qui est de ses paramètres, enfin de son physique assez puissant, on va dire. C'est un peu un bulldozer des loricaridés. Les Pseudacanthicus sont donc vraiment avec cette armature, cette ossature très atypique, qui en font des poissons très appréciés. En plus de ça, on verra niveau taille, c'est par rapport à d'autres espèces de loricaridés, des petits loricaridés. Et ça reste donc largement exploitable en aquarium. Enfin, voilà. Et en plus de ça, ça a plein d'avantages d'un point de vue mode de vie en communauté, etc. Petit aparté, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Ici, pour une fois, on s'attaque réellement à décrire l'espèce, à vraiment voir les points les plus importants et ce qui est intéressant à voir sur l'espèce. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Est-ce que c'est des choses que vous voulez qu'on voit plus en détail ou est-ce que c'est quelque chose dont vous vous en foutez un petit peu? On vous donne le nom, je vous dis comment ils mangent et puis on s'arrête là. Donc au niveau de la particularité physique, on est sur des poissons qui ont cette espèce de carapace épineuse. Selon que ce soit un mâle ou une femelle, on va avoir plus ou moins de picots, ce qu'on va appeler des odontodes. C'est justement ces petits pics sur le corps. Les odontodes sont situés à plusieurs endroits sur le corps du poisson qui vont permettre par exemple de détecter si c'est un mâle ou une femelle. C'est pas évident chez les Pseudacanthicus, hein, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure du sexage. Mais ils vont aider par exemple à déterminer si c'est un mâle ou une femelle. Ils vont aussi être là pour protéger le poisson. Les odontodes, les petits picots sont là pour éviter qu'il y ait de la prédation. Ils vont aussi avoir une peau très épaisse, que ce soit toujours Pseudacanthicus et souvent même les loricaridés, quoique certains loricaridés n'ont pas la peau si épaisse que ça. Et puis sur le genre Pseudacanthicus, on a aussi une des ventouses les plus développées de chez loricaridés, c'est-à-dire qu'en fait la ventouse c'est la bouche, hein, tout simplement. Cette bouche-là est extrêmement développée et très très puissante. Il y a d'autres poissons, d'autres loricaridés qui ont des bouches très très puissantes, mais vraiment les Pseudacanthicus sont avec une force de succion extrêmement intense qui peut permettre qui peut même faire que les loricaridés entre eux peuvent se blesser. Je vous mets une petite photo macro ici de la bouche des L600 qui est extrêmement détaillée. On voit vraiment toute cette morphologie de cette bouche. Alors on ne va pas aller approfondir non plus la composition de la bouche, mais en tout cas vous imaginez bien que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, très sensoriel. Comme chez plein de loricaridés, voilà, cette bouche est extrêmement évoluée, ça leur permet de s'agripper partout, ça leur permet de résister au courant, ça leur permet de pouvoir se battre, ça leur permet de pouvoir manger. À la différence de d'autres loricaridés, on va avoir des loricaridés xylophages comme les panacs. Là ici, on n'est pas du tout sur un poisson xylophage, on est sur un poisson carnivore. Et donc le Pseudacanthicus en général est carnivore. On va pouvoir le nourrir avec des moules, avec des poissons, mais aussi avec des granulés riches en protéines et à base de farine de poisson ou même de poisson. On en parlera de l'avantage de nourrir avec du granulé ou non tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est des poissons qui sont très particuliers et vraiment très intéressants. Finalement, ce poisson, il vient d'où? C'est un petit poisson qui va venir, donc il y a plusieurs sources, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que je vais vous citer, ça vient de plusieurs sites qui référencient beaucoup de loricaridés. Chez les loricaridés, c'est assez compliqué de tout connaître, de tout maîtriser, tellement la diversité est immense et tellement il y a d'éléments différents chez chaque espèce. On est sur des poissons qui vont venir, selon les sources, du Rio Xingu, de Guyane et du Rio Negro, même du bas du Rio Negro. Donc c'est vraiment une aire de répartition très très longue, c'est-à-dire que ça va du nord au sud de l'Amazonie quasiment. On a des poissons qui vont vivre dans quasiment tous les paramètres, qui ne vont pas être très très sensibles, mais qui vont demander simplement de la rigueur au niveau de la maintenance sur la façon de les maintenir en groupe. Aujourd'hui, ces poissons-là sont autorisés à l'import, c'est-à-dire que beaucoup de poissons L600 que vous retrouverez en grande taille sont des L600 sauvages qui sont importés pour leur vente. Ça va être de plus en plus contrôlé dans les années qui viennent. C'est un mal pour un bien, quoique je ne sais pas. Pour les passionnés, c'est plutôt dommage parce qu'on a besoin de sang neuf pour avoir des souches qui soient bonnes. Mais après, quand on a des poissons qu'on est capable de reproduire en captivité, rester sur de l'élevage, ça reste bénéfique. Donc ces poissons-là, ici, peuvent être importés, mais chez moi, ils ne sont pas. Souvent, donc là, ils font une taille de quand même 10-12 cm. Dans ces tailles-là, c'est souvent des poissons qui sont importés d'ailleurs. On a peu d'élevage dans ces tailles parce qu'il faut quand même pas mal de temps. Et les éleveurs, c'est souvent à perte en fait, hein, donc c'est plus rentable de les importer, malheureusement. Et donc aujourd'hui, on est quand même face à des poissons d'élevage. Ils sont donc 9 qui ont été importés par Estalens à l'époque. Malheureusement, Estalens a fermé, comme vous êtes nombreux à le savoir aujourd'hui. Mais donc voilà, ils ont été importés par Estalens. J'avais un premier poisson, un du groupe qui était déjà dans mon aquarium. On verra d'ailleurs le grossissement différent dans différentes conditions parce que ceux-là sont plus petits que celui que moi j'ai fait grossir. On en parlera tout à l'heure. Mais donc,
Aujourd'hui, ces poissons-là sont quand même des imports asiatiques d'élevage. On n'a donc pas de prélèvement dans la nature, ce qui est plutôt bénéfique parce qu'aujourd'hui, c'est des poissons qu'on arrive relativement bien à reproduire. Attention, c'est avec des gros astérix parce que les Pseudacanthicus restent des espèces difficiles à reproduire. Il faut avoir les bons bassins, les bons paramètres, les bonnes connaissances et réussir à maintenir les œufs et les petits. C'est très compliqué de faire grossir des bébés Pseudacanthicus. Donc il y a beaucoup de pertes dans les jeunes. C'est pour ça d'ailleurs que les Pseudacanthicus font de grosses pontes. On a des pontes jusqu'à 200, 250 œufs. L'avantage des Pseudacanthicus, c'est que ça vit en groupe. Ça a une vraie hiérarchie qui est intéressante à observer. On va avoir des mâles plus dominants que les femelles. On va avoir voilà, c'est des poissons qui ont besoin de vivre en groupe, mais par contre qui installent une vraie hiérarchie féroce et très violente. Je vous mets quelques images ici pendant quelques jours quand les poissons étaient dans cet aquarium, j'ai filmé quelques batailles. Et vraiment, même si ça n'a pas trop l'air, c'est très violent. Et encore là, ils sont très jeunes, parce que justement, un autre avantage de ces poissons-là, c'est que les Pseudacanthicus sont des poissons qui grossissent relativement vite. Moi, j'ai pu voir l'évolution avec un de mes poissons. Ça, c'est le screenshot de la vidéo que j'ai sortie il y a 1 an sur la chaîne quand je venais de les recevoir. Et ça, c'est la photo d'aujourd'hui, le même poisson qui fait 25 cm. Vous voyez, l'évolution est absolument incroyable. Et donc, voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Et encore, ça, ce loricaridé là, c'était le L96. Et le L96 n'est pas un loricaridé très gros. Ça fait partie des Pseudacanthicus, mais ça fait partie des petits Pseudacanthicus. Tout de même, attention au L600. Si vous êtes intéressé, que vous voyez cette vidéo et que ça peut vous plaire comme poisson, parce que franchement, moi, c'est des poissons qui me passionnent un max, il faut être sûr que vous avez les installations nécessaires. C'est des poissons, selon les sources, qui vont faire entre 30 et 40 cm à taille adulte. Les mesures officielles comme ça, c'est des mesures sans queue. Donc, quand on dit qu'un poisson sans queue, sans la mesure de la queue fait 30 cm, c'est un poisson qui va faire 40 cm à taille adulte. 40 cm, ça va nous faire un poisson à peu près, ouais, comme ça. Imaginez votre poisson de cette taille-là, x 10, donc c'est ce que j'ai là, il faut avoir les bacs. Clairement, si vous avez 1000 litres pour mettre 10 poissons comme ça, c'est pas possible. Surtout que derrière, quand ils sont adultes, il y a une vraie hiérarchie qui s'installe encore plus puissante que quand ils sont jeunes comme ça, et il y a des mâles qui deviennent très dominants. Donc si vous avez des poissons en groupe, avec beaucoup de mâles, avec des poissons qui font 40 cm, c'est pas avec 1000 litres que vous allez réussir à bien les maintenir. Donc, pour parler maintenance, vu qu'on y est, ne partez pas sur un aquarium de moins de 600 litres pour des jeunes poissons. On peut partir sur par exemple 3 Pseudacanthicus à 600 dans un 600 litres, si 600 litres est dédié KE, c'est-à-dire dans ces dimensions-là, 2 mètres par 50 par 60. Et quand ils seront adultes, au bout de 2 ans, passez-les dans un 1000-1500 litres pour qu'ils soient bien. C'est des poissons qui, comme je viens de le dire, deviennent gros. Donc il faut prendre en compte tous ces éléments-là. Aujourd'hui, ces poissons-là, moi, sont en groupe, ils sont tout petits, ils font 10-12 cm. Dans un an, ils feront 35 cm. Mais j'ai les installs qu'il faut pour pouvoir les accueillir et pouvoir les mettre dans les bons volumes et respecter leurs besoins. Donc, ils vont passer dans ce bac de 680 litres que je vous ai montré juste avant pour les prochains mois. On verra peut-être 6 mois, on verra selon le grossissement, ça va dépendre d'eux. Mais après, je vous rappelle qu'il y a un aquarium qui est prêt pour les recevoir, qui est le 4000 litres, qui fait 3 mètres par 1 mètre 30 de large. On a une surface au sol absolument colossale, avec des cachettes partout. Les loricaridés, les L600, je ne les verrai même pas à l'intérieur tellement ils vont se camoufler. Aujourd'hui, j'ai 3 loricaridés dans le 4000 litres, un panac d'à peu près 25 cm, un L96 de 25 cm et un Scobidensistrus d'une vingtaine de centimètres. Ces 3 poissons-là, dites-vous que le Scobidensistrus, je le vois carrément jamais, parce qu'il est tout le temps caché. Avec un bac de ce volume-là, on peut s'amuser à mettre beaucoup de poissons quand on a les installs pour. Mais grosse mise en garde pour vous, si ce genre de poisson vous intéresse, si le genre Pseudacanthicus vous intéresse, il faut les installer. Vous pouvez mettre un Pseudacanthicus dans un 1000 litres sans problème, dans un 800-900 litres, mais allez en mettre 5, peut-être pas quand même quoi. Vous voyez, peut-être 3 poissons maximum. Côté paramètres, dans le biotope, c'est des poissons qui vivent dans des eaux assez larges en termes de paramètres. Au-delà de ça, on est sur des poissons élevés en captivité, donc qui sont habitués aux eaux européennes. On peut donc les maintenir à l'eau du robinet sans souci. Évidemment, si on met un peu d'osmosée, c'est toujours mieux, mais ça reste des poissons accessibles en termes de maintenance. Pourquoi je les ai choisis? Parce qu'en fait, chez les Pseudacanthicus, il y a différentes morphologies. J'ai du L24, donc c'est le Pseudacanthicus pitanga, qui ressemble beaucoup plus au L25, qui sont des poissons beaucoup plus affilés, c'est-à-dire que le corps est plus en longueur, très fin, très musclé, avec une ossature très vigoureuse, très visible, alors que eux vont être avec une ossature plus ronde. Voilà, je trouve qu'elle est plus harmonieuse, je la trouve plus jolie, un peu comme mon L96 que j'ai dans mon 4000 litres. Et donc j'avais envie d'avoir vraiment ce groupe-là parce que j'ai envie que ce soit un projet de reproduction très long terme. C'est-à-dire que j'aimerais bien pouvoir dans 2 ans les reproduire, ce serait juste incroyable. Il y a très peu d'éleveurs, je crois qu'en France, je ne connais pas d'éleveurs en France en tout cas, qui ont fait de la reproduction de Pseudacanthicus.
particulièrement de L600. Et donc j'aimerais beaucoup justement aller au bout de ce projet avec ces poissons. C'est pourquoi j'ai choisi ce groupe-là pour vraiment avoir les Pseudacanthicus L600 en groupe qui sont avec cette belle forme, cette belle tête bien ronde, avec ce corps assez large, assez volumineux, ces nageoires bien rouges comme vous pouvez le voir ici. Donc on va voir la dorsale qui va être entièrement rouge quasiment et la queue qui va être aussi bien rouge. Donc ça fait un poisson magnifique avec des points sur le corps, donc un fond grisâtre avec des points noirs. Voilà, c'est juste magnifique, j'adore ce pattern et c'est pour ça que je suis parti sur le choix des L600. Maintenant, il faut faire gaffe, si vous voulez vous procurer des L600, on va parler rapidement au niveau des prix. C'est des poissons qui vont valoir en taille adulte très vite 2, 3, 400 euros selon les fournisseurs, selon les souches, selon les qualités de poissons, la quantité de rouge qu'ils vont avoir par exemple. En sauvage, ça c'est des poissons comme je vous l'ai dit, les adultes c'est souvent des sauvages. On a des élevés en captivité qui deviennent gros chez des particuliers, mais pareil ils valent quand même très cher. Même si on peut en trouver parfois les moins chers dans une centaine d'euros. Là ici on est sur des poissons de 10-12 cm. 10-12 cm, on va être sur des vendeurs classiques, style vendeur en ligne. On va être sur à peu près une centaine d'euros le poisson. Donc c'est quand même des poissons qui ont un coût. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc c'est des poissons qui ont un coût, qui vivent en banc, donc ça va coûter encore plus cher, et qui deviennent gros. Donc voilà, tous ces paramètres sont très importants à prendre en compte au moment de la procuration de ces poissons. Et si vous n'êtes pas prêt à vous les procurer, ne le faites pas. Maintenant, il y a quand même d'autres vendeurs qui sont accessibles. Parfois, on peut les trouver en entrée de prix à une trentaine d'euros chez des fournisseurs quand ils sont petits. Maintenant, pourquoi beaucoup de fournisseurs les vendent quand ils font que 2,5, 3,5 cm? C'est parce que c'est des poissons qui sont durs à maintenir quand ils sont vraiment bébés. Il y a beaucoup de pertes. Donc du coup, si vous achetez des 2,5, 3,5 cm, si vous en voulez 4 adultes, peut-être prenez-en 5 parce que vous avez la possibilité d'en perdre un. Je vous préviens tout de suite. Maintenant, quand ils sont petits, ils ne coûtent pas très cher. On est souvent aux alentours des 40-50 euros. Pour un poisson qui va durer 15 ans, pour un poisson qui va être si gros, etc., c'est quand même un prix qui reste largement accessible. Aujourd'hui, la passion a un coût, surtout quand on veut des poissons en élevage. Il ne faut pas croire que des poissons d'élevage seront pas chers. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de passion, beaucoup d'investissement personnel. Et donc, voilà, c'est des poissons qui quand même ont une valeur. C'est très important de le noter. Maintenant, ces poissons sont souvent confondus avec une autre espèce qui sont tout simplement les Pseudacanthicus leopardus aussi, mais les L114. Alors, j'ai pas réussi à me trouver tous les éléments, mais normalement, les L114 sont aussi décrits comme des leopardus par rapport à leur pattern. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs classifications. On a le L-number, on a le nom scientifique, on a le nom commun Cactus pleco. Bref, il y a tellement de différences en termes de classification des noms que c'est très compliqué de pouvoir s'en sortir. Mais globalement, on a le L-number qui est le plus fiable, qui nous identifie une autre espèce. Parce que parfois, oui, on a des espèces qui sont avec un L-number, mais qui n'ont pas de description scientifique. Il y a quand même une parcelle. C'est pour ça qu'on a fait différentes classifications chez l'Oricariidés. Il faut savoir qu'un l'Oricariidé, un L600, par exemple, aurait ne pas pu être décrit pendant des années. Les poissons ont été catégorisés comme ça parce qu'on n'a pas eu le temps de les décrire. On les pêchait, on découvrait des nouvelles espèces, mais on ne les connaissait pas. Et décrire un poisson, c'est pas juste dire son nom, c'est décrire son comportement de reproduction, c'est tout décrire. Donc ça prend du temps. Et donc il y a des espèces qui en ont toujours pas. Quoique peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs peut-être que sur les papiers scientifiques, d'ailleurs ils sont peut-être quasiment tous décrits, mais je suis pas sûr, à vérifier. Mais d'ailleurs, donc ces poissons sont souvent confondus avec les L114. Pour vous en sortir au niveau de la comparaison, chez les L600, on va être avec un corps plutôt épais, plutôt large. On va avoir la dorsale qui va être majoritairement orange. Et puis, on va avoir des gros points sur le corps sur un fond. Chez les L114, c'est pour ça qu'après, par contre, il y a aussi d'autres éléments que je vais vous expliquer. Il y a des poissons qui sont... les L114, eux, par contre, sont avec un corps plus fin, un peu plus aplati, avec des petits points et pas des gros points, comme chez les L600. Et puis aussi une dorsale peu orangée. Maintenant, ça dépend de l'âge aussi. C'est-à-dire que là, on a des poissons qui, selon l'âge, vont avoir une dorsale plus ou moins orangée. La dorsale arrive très orangée souvent à l'âge adulte, donc c'est important de le prendre en compte. Maintenant, le L114 a quand même le côté du corps plus plat qui permet assez facilement de pouvoir le décrire et pouvoir voir la différence. Mais c'est compliqué. Je vais vous prendre un exemple concret. Les poissons qu'on a ici, je les ai récupérés il y a 2 semaines chez Jérém, et quand ils sont arrivés là, ils étaient quand même relativement maigres. Jérém, il est en train de refaire sa fish room, il a pas mal de taf, il y avait beaucoup de poissons dans l'aquarium, c'était seulement 300 litres. Ils n'étaient pas dans les meilleures des conditions, les poissons. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a choisi de s'en séparer. Et c'est d'ailleurs une bonne raison de s'en séparer. Si on se rend compte que finalement, au bout du compte, on avait mal prévu le stockage. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ils sont quand même relativement maigres. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de concurrence alimentaire, beaucoup de concurrence entre eux. Et donc on a des poissons qui aujourd'hui ressemblent peut-être plus à des L114, tellement ils sont fins, tellement ils sont plats, parce qu'ils sont maigres, que des L600.
Par contre, pour confirmer comme que c'est bien des L600, je vous mets l'image ici de mon L600 que j'ai récupéré il y a quelques mois chez Jérém justement quand il était tout bébé de la même taille que les autres. Vous voyez comment il est gras, le corps bien rond, les points, on voit vraiment bien que c'est un L600 et la photo des poissons de Jérém qui sont juste derrière moi. Et là on voit quand même drastiquement la différence, d'ailleurs le mien a beaucoup plus grossi. Et ça vient sûrement du régime alimentaire, etc., de ce que je donne. D'ailleurs ça on en parlera tout à l'heure quand je les aurai mis dans l'autre aquarium. Bon, j'espère ne pas trop vous avoir embrouillé au niveau de tous ces éléments, toutes ces informations à prendre en compte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous pêcher tous les poissons et je vais aller les mettre dans le 680 litres. J'avais prévu le nombre de tubes parfait pour les poissons, mais du coup, à la base, je devais prendre 8 L600 chez Jérém et finalement, j'en ai pris 9. Donc, il manque un tube. Donc, je vais prendre un des tubes que j'ai là pour leur mettre dans l'aquarium du 680 litres. Je vais les pêcher et les mettre directement dans le 680 litres parce qu'on est sur la même eau, hein, eau du robinet dans toute la fish room. C'est juste deux aquariums différents, il n'y a pas besoin de faire d'acclimatation, même température, tout. Donc voilà, on ne se prend pas la tête. Je vais les pêcher, je vais les mettre là-bas et on se retrouve dans 5 minutes. On se retrouve devant l'aquarium. Maintenant que tous les poissons sont mis, donc nos 9 petits L600 sont mis, on en a un peu partout, il y en a là-bas dans le fond, il y en a 2 ici, il y en a 2 là, 3 là même. Ils vont aller petit à petit trouver les cavernes pour aller se cacher. Donc hâte de voir ça, hâte de les voir évoluer. De toute façon, on fera sûrement une vidéo dans quelques mois quand ils seront devenus beaucoup plus gros. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, là, je mettrai plus de poissons dans l'aquarium. On a 10 le Pseudacanthicus L600 plus un Pseudacanthicus L24 qui est derrière la roche là-bas. J'ai pas voulu m'embêter à le pêcher, il va grossir avec eux, il n'y a pas de souci. Et 6 discus sauvages. Clairement, c'est déjà beaucoup. Donc évidemment, moi j'ai une filtration de 250 litres en décantation et je fais des gros changements d'eau. Du coup, je vais changer ma méthode. Avant, je faisais des petits changements d'eau parce qu'il y avait peu de poissons. Maintenant qu'on a quand même pas mal de poissons, je vais augmenter un peu les changements d'eau. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet aquarium? On va avoir beaucoup de terraforming parce que nos petits Pseudacanthicus, ils vont aller farfouiller partout, ils vont retourner le sable, ils vont creuser partout. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais augmenté l'épaisseur de sable, hein, je vous l'avais expliqué, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais sinon, le bac ne va pas beaucoup bouger parce que ces poissons-là ont l'avantage des loricariidés qui sont carnivores, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sauf que vu qu'ils sont carnivores, ils ne vont pas les attaquer aux plantes ni au bois, donc on ne va pas faire beaucoup de pollution. Maintenant, on va parler au point assez important qui est la nutrition de ces poissons. Donc il y a à boire et à manger sur internet. Il y en a qui vont parler de telle ou telle façon de faire. Moi je vais vous parler de ma façon de faire, ça n'engage que moi et ça c'est vraiment 100% de mon avis par rapport au Pseudacanthicus que j'ai pu avoir. Donc j'ai eu le L96 qui est dans l'aquarium juste derrière. J'ai le L600 qui est juste là, qui a bien grossi. J'ai les L24. Comment je fais pour les nourrir? C'est pas mon coup d'essai. Et à chaque fois, ça fonctionne bien de cette façon-là. Donc ça, voilà, ça marche chez moi. Ça marchera peut-être pas forcément chez vous. Mais en tout cas, je suis très content du grossissement. Donc je vais vous conseiller et je vais vous mettre en avant ce que je fais. Déjà, pour la nourriture. Vous allez me taper dessus parce que j'ai 3 nourritures de bonne marque que j'utilise. Et donc, j'ai la nourriture Ebo aquaristique en pâte, juste ici. J'ai la nourriture Basler. Ici, la Better Tab faite pour les loricariidés, qui est vraiment très bien, mais je vais vous décrire ça un peu après. Et j'ai une nourriture pour esturgeon, Sanikoi. Donc c'est une marque asiatique qui fait de la nourriture pour esturgeon haut de gamme. Et donc on a des gros paquets pas très chers et les loricariidés à base carnivore, parce que du coup les esturgeons sont aussi des poissons qui ont besoin de protéines pour le grossissement et donc qui sont à tendance omnivore et on a des granulés qui sont vraiment pas mal pour eux. En tout cas moi c'est le meilleur résultat que j'ai, c'est avec ces granulés là. On a 3 nourritures très protéinées. On a la Ebo aquaristique grossissement. On a la Dr Basler Biofish Food en grossissement aussi, qui est très riche et qui marchera très bien pour le grossissement. Et on a le même rapport de protéines. Hein. On a quasiment la même composition dans la nourriture Basler que dans la nourriture pour esturgeon. Et la nourriture Ebo aquaristique qui est un petit peu différente, qui est un peu moins riche, mais qui est beaucoup plus réputée. Maintenant, la nourriture Ebo aquaristique, je l'utiliserai pas pour les Pseudacanthicus. Elle est très bien pour des petits loris qui veulent, des petits Hypancistrus, mais pas les autres. Clairement, ça fait trop de pollution. Imaginez que s'il faut que je nourrisse 10 poissons avec de la pâte, en fait, la pâtée, elle se désagrège, elle fait beaucoup de pollution. Et donc, clairement, je vous le déconseille. La nourriture Ebo aquaristique pour nourrir des gros loricariidés, oubliez, c'est vraiment pas fou. En aquaculture, on utilise certaines méthodes de calcul pour en fait avoir ingéré, si on ingère sans granulés, avoir le moins de pollution recrachée et que le poisson absorbe le maximum de granulés. Pour éviter qu'il y ait trop de pollution dans les bassins, l'élevage de truites, l'élevage de carpes, tout ce que vous voulez, l'élevage d'esturgeons d'ailleurs aussi. Et donc souvent, c'est dans l'aquaculture qu'on a les meilleurs rendements parce qu'on arrive à avoir une nourriture riche
à large spectre pour les poissons, comme des loricaridés, et d'avoir des nourritures qui vont avoir peu de pollution. On a ensuite la nourriture Dr Bassler. Là, il y a, donc on oublie les bocs aquaristiques, on va rester sur Dr Bassler et notre nourriture Sanikoi. Je vous parle de Sanikoi parce que c'est une nourriture qu'on m'a recommandée, voilà, mais par contre, sinon, il y a d'autres marques d'esturgeons qui pourraient être bien. J'ai pas de marque en tête et je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en gros, voilà, globalement, c'est ce que j'ai à peu près relevé. Donc ici, on a les granulés dans un petit pot, et on va voir que l'aspect de ces granulés-là est très peu poussiéreux. Et en fait, c'est un granulé qui, je ne sais pas si le focus va bien se faire. Bon, le focus ne se fait pas, mais en fait, c'est un granulé qui est un peu dur, qui est très solide. Donc c'est de l'extrudé. Et en fait, l'avantage avec ce genre de granulé-là, c'est-à-dire que vu que ça va peu se dégrader, ça va quasiment, être quasiment que digéré. Si c'est digéré, on a peu de dégâts, on aura peu de pollution dans l'aquarium. Et en plus de ça, après digestion, il y aura peu de recraché parce que c'est du granulé haut de gamme qui est très bien digéré. Et donc on est assez proche de ce rapport 1 pour 1. Et puis après, on va avoir une autre nourriture qui est plus appétante pour les poissons de fond, qui est la nourriture adaptée à nos loricaridés, faite pour ça, la Dr Bassler Better Tab. Sauf que cette nourriture-là, elle est excellente, mais il y a un désavantage qui est justement le fait que vu qu'elle est très appétante, pourquoi? Parce qu'on a ces algues en fait dessus. Et ces poissons, même s'ils ont des tendances carnivores, le fait d'avoir ce petit dépôt d'algues, ça va mettre un peu de spore dans l'aquarium, du coup c'est-à-dire que ça va faire de la poussière que les poissons, une espèce de petite poudre en fait que les poissons vont vite capter et qui vont être attirés par ça. Et donc c'est beaucoup plus appétant cette nourriture-là. Après, du coup, il y a plus ce rapport excellent en termes de pollution, zéro pollution et tout consommé. Mais n'empêche qu'on a, avec Dr Bassler, je trouve un autre avantage qui est le fait d'avoir une nourriture qui va donner plus envie à nos poissons. Donc nos poissons vont plus facilement y aller. S'ils y vont plus facilement, peut-être qu'ils vont être mieux nourris. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a quand même deux choses à prendre en compte. Avec celle-ci, la nourriture Sanikoi, on aura très peu de pollution, mais on aura peut-être une nourriture un peu moins appétante. Personnellement, un coup qui sont bien habitués, il n'y a pas de problème. Dans mon 4000 litres, ils se jettent dessus quand je mets la nourriture. Maintenant, Dr Bassler a quand même cette nourriture-là qui est assez bonne, enfin qui est même plutôt excellente, mais qui fait un peu plus de pollution. C'est les seules nourritures que j'utilise. Et évidemment, vu que c'est des carnivores, on pourrait donner de la moule, du poisson, etc. Mais le problème avec tout ça, c'est que ça fait quand même plus de pollution. Et ça, je ne veux pas, parce que plus de pollution dans l'aquarium, c'est vraiment problématique. Et ensuite, on se met vite dans un cercle sans fin, où après, nos poissons peuvent aussi manger que du vivant ou que du congelé. Et là, c'est pas top du tout. Donc vraiment, pour moi, le congelé et tout ce qui est moules, crevettes, poissons, même en cas de gourmandise, j'évite. À part un peu de pâté, quand je peux donner de la pâté pour les discus, quoique ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, où là, il y a un peu de tout dedans. Mais sinon, jamais de congelé. Voilà nos petits poissons. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'on aura pu un peu parler de tout ça. Je vous dirai dans les mois qui viennent pour le grossissement. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce petit format, on prend plus le temps de parler des poissons, vous a plu. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Donc, à bientôt. Salut, c'était Gab.